Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Enjoy. Au programme de ce nouveau podcast, des interviews de spécialistes, chercheurs et autres professionnels, toujours en relation avec le thème de notre magazine Enjoy pour éveiller et faire grandir nos esprits. Pour ce numéro, nous avons décidé d'aborder la question du temps. Vaste sujet, me direz-vous. Conceptualisé comme une durée, un espace indéfini et infini dans lequel tout à chacun évolue, les humains n'ont cessé d'essayer de s'approprier et de maîtriser le temps. Dans la doxa, temps égale argent, mais temps égale liberté aussi. De cette contradiction permanente, l'argent peut-il acheter la liberté? Peut-on acheter du temps avec de l'argent? Résulte un amour vache du temps. C'est-à-dire, alors que l'information et les nouvelles technologies ont été créées pour seconder l'homme et lui faire gagner du temps, nous avons de moins en moins de temps. Société de l'urgence où chaque seconde compte, le confinement a alors été vécu comme une suspension du temps, mais de quel temps? Sommé de rester chez soi, l'humain a redécouvert la notion du temps, de l'ennui, de la créativité, de la vie en famille, en bref, la redécouverte du temps improductif. Tout en étant sommé, pour certains du moins, de répondre aux urgences des entreprises, de l'économie, et ainsi de répondre souvent avec difficulté à une autre notion du temps, productive celle-ci. C'est de la confrontation de ces notions que naît la schizophrénie temporelle de notre époque. Toujours pressée, avec un temps disponible pourtant toujours croissant. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Romain Coutan pour parler de temps, et plus particulièrement de la gestion du temps en entreprise en corrélation avec la stratégie informatique. Bonjour Romain. Bonjour Morgane, ravi de participer à ce podcast Enjoy. Enchanté de même. Alors, vous êtes ingénieur informatique, vous avez commencé votre carrière à l'international dans une des plus grandes institutions bancaires nord-américaines. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Force de votre expérience au sein de divers grands groupes internationaux, en qualité de manager d'équipe et de projet, vous créez à Rancy cabinet de conseil en management en 2012 et allez plus loin avec Ask Gate, lancé en 2019, un outil digital qui se veut performant, réactif et durable dans sa conception. Alors, vous qui prenez l'humain, pourquoi proposer cette plateforme numérique d'accompagnement à distance? Alors, le digital et l'humain ne sont pas opposés mais complémentaires. Si vous me permettez de faire un petit tour dans l'histoire, euh, l'informatique a pour origine de vouloir décharger l'homme de tâches répétitives et souvent rébarbatives. Ainsi, Alan Turing, qu'on considère comme le créateur des ordinateurs, qui est plutôt comme le créateur de l'algorithmique ou de la programmation, a créé une machine qui a permis de réaliser en quelques minutes des calculs qui auraient pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines à des hommes pour être réalisés. Cette relation initiale, du coup, de vouloir décharger l'homme de ses tâches répétitives, a évolué et s'est transformée au fil du temps. Aujourd'hui, on a une multitude de logiciels, une multitude d'applications qu'on retrouve sur des smartphones, sur des ordinateurs, même des applications inutiles comme j'ai trouvé récemment une application qui vous indiquait quand vous deviez aller aux toilettes, c'est quand même pas mal, fait qu'on observe maintenant une dépendance de l'être humain vis-à-vis de la machine. Chez Askengate, effectivement, on a créé une plateforme digitale, mais cette plateforme digitale se veut uniquement être un intermédiaire, c'est-à-dire un support pour la prise de rendez-vous, pour gérer les interactions entre deux êtres humains, favoriser ces interactions. En fait, on est sur un facilitateur et uniquement un moyen de générer des interactions entre les humains. D'accord, très bien. Et par conséquent, là, dans votre article qu'on peut lire du coup dans le nouveau numéro d'Enjoy, pourquoi l'informatique n'est plus au service de l'homme dans les entreprises, vous pointez la responsabilité des progiciels, ce qui est intéressant du fait, puisque là, en l'occurrence, vous pointez vraiment donc logiciel et progiciel alors que vous proposez une solution, vous, informatique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel, et quand ont été créés ces premiers progiciels. Alors, il y a une phrase qui résume un peu tout pour définir la différence entre un logiciel et un progiciel. C'est de dire lorsqu'on achète un logiciel, tout est fini, et lorsqu'on achète un progiciel, tout commence. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans la précision, pour vous expliquer ça, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a ce qu'on appelle logiciel sur étagère, comme par exemple Microsoft Word que vous pouvez utiliser au quotidien. En fait, tout le monde, toutes les personnes qui vont acheter ce logiciel vont avoir la même chose, les mêmes fonctionnalités sur leur ordinateur. C'est facile à comprendre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les logiciels sur mesure, qui vont, par exemple, pour une entreprise qui va exprimer un besoin, va être une application, un logiciel qui va être développé spécifiquement pour répondre à ce besoin. Et à côté de ça, vous avez les progiciels. Alors les progiciels, c'est quoi? C'est en gros une espèce de moteur de base, un peu structurant, et une boîte à outils pour l'adapter.
Alors, pour être un petit peu plus clair et un petit peu plus concret, si je me permettais, je comparerais les logiciels et les progiciels à un meuble. Imaginez que vous alliez chez Ikea pour acheter un meuble. Vous allez choisir une étagère, par exemple, un meuble avec des étagères. Tous les gens qui vont acheter la même référence vont avoir exactement le même meuble chez eux. On peut comparer ça à un logiciel sur étagère. Si par contre, vous faites venir un menuisier chez vous pour qu'il mesure et qu'il construise un meuble sur mesure, qui sera conçu spécialement pour vous, on va, avoir l'équivalent d'un logiciel sur mesure. Le progiciel, c'est quoi exactement dans tout ça? C'est un petit peu l'intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter un cadre de meuble, un peu carré si vous voulez, donc c'est le cadre contraint et structurant du progiciel et au milieu de ce cadre, vide, on va mettre une seule étagère. Mais on va vous fournir des outils et après ce meuble, vous allez pouvoir l'adapter à vos besoins. C'est-à-dire qu'avec les outils, simplement, vous allez pouvoir «paramétrer» entre guillemets votre meuble comme on paramètre un progiciel, en déplaçant l'étagère verticalement, par exemple. Et puis si ça vous suffit pas, vous allez pouvoir faire des développements un peu plus spécifiques, donc c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus cher pour un progiciel, mais vous allez pouvoir, par exemple, ajouter d'autres étagères, ou vous allez pouvoir mettre des séparations verticales dans votre meuble, ou vous allez pouvoir ajouter des tiroirs. Et c'est là, en fait, c'est vraiment l'image du progiciel. Alors les progiciels, on les appelle souvent ERP dans les entreprises. Alors ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. Ça se traduit en français par PGI, progiciel de gestion intégrée. L'ambition, c'était de digitaliser des pans entiers de l'activité des entreprises. Par exemple, la gestion des ressources humaines. Mais ça peut aller jusqu'à gérer la production, la comptabilité, la gestion client, la facturation, la planification. Des progiciels, il y en a beaucoup. Il y a SAP, par exemple, qui est un très gros progiciel d'entreprise. Ce qu'il faut comprendre dans cette notion de progiciel, c'est le terme intégré. Un progiciel, on parle d'intégration parce que c'est un produit unique et centralisé qui va permettre de centraliser les données et de les partager entre les différentes directions de l'entreprise. D'accord. Et c'est justement ce que vous pointez dans votre article, selon vous, c'est la standardisation des progiciels, du coup, qui sont plus adaptés forcément aux besoins des entreprises, qui les rend obsolètes. Alors pourquoi, du coup, les standardiser? N'est-ce qu'une question d'économie, comme vous le pointez, de la part des entreprises? Alors, les progiciels n'ont pas été créés pour standardiser les pratiques, mais ils ont été créés pardon, pour industrialiser les fonctionnements dans les entreprises. Le problème que je pointe dans mon article vient de l'usage qui a été fait, qui a été un peu détourné de ces progiciels. Ce qu'on oublie, c'est qu'installer un progiciel dans une entreprise n'est pas un one-shot, c'est un investissement dans le temps. Les éditeurs ont mis dans ce progiciel des fonctions de base. Donc, je vous rappelle ma comparaison, ma métaphore avec le meuble. Mhm. Ils ont mis une première étagère pour vous aider. Donc, c'est des fonctions de base pour que vous puissiez rapidement prendre en main ce progiciel. Oui. Ensuite, il y a deux options pour les clients qui achètent un progiciel. Soit effectivement, je décide d'adapter ce progiciel à mes processus internes. Donc, comment ça se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, soit par du paramétrage, donc en déplaçant l'étagère verticalement, soit en plus du paramétrage par des développements spécifiques. Donc, je vais ajouter des étagères dans mon meuble, je vais ajouter des séparations verticales, je vais ajouter des tiroirs. Ça, c'est la première option. J'achète un progiciel et je l'adapte à mes processus internes. Deuxième option, j'achète un progiciel et je me dis, bah non, les fonctions de base, ce sont les fonctions que je vais utiliser. Mhm. Alors, effectivement, elles correspondent peut-être pas à mes processus internes, donc je vais modifier mes processus internes pour me rapprocher du standard de fonctionnement de mon progiciel. Alors, initialement, quand les progiciels sont apparus dans les années 90, c'était l'option 1 qui était retenue quasi systématiquement. C'est-à-dire, j'achète mon progiciel et je le fais évoluer pour répondre à mes processus internes. Alors, c'était une solution qui était coûteuse en temps et en argent parce qu'il fallait adapter le progiciel, ça prenait du temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les crises financières sont passées là-dessus et les entreprises ont considéré que maintenant les progiciels, c'était bien gentil, mais ça commençait à nous coûter quand même assez cher et qu'il fallait peut-être essayer de voir si on ne pouvait pas utiliser ce que l'éditeur nous donnait de De base. base. Et du coup, on s'est dit, enfin les entreprises se sont dit, bah, ça sera la solution moins coûteuse, c'est la solution de j'adapte pas mon progiciel, mais j'adapte mes processus internes pour rentrer dans le progiciel. Sauf que le calcul est faux, parce que quand on fait ce calcul-là, on a une vision à très court terme, c'est-à-dire Sûr. la mise en place du progiciel. Mais derrière, on oublie de prendre en compte
l'adaptation du processus interne ou des processus internes. On oublie de prendre en compte le coût du changement et les résistances que ce changement vont entraîner en interne de l'entreprise. Quand j'installe un logiciel, que je l'adapte à mon process interne, c'est facile de dire aux gens, ben voilà, maintenant, votre process, il ne change pas, c'est juste l'outil et le support qu'on va utiliser pour le mettre en œuvre. Par contre, si vous dites, bah, on va vous mettre un outil et par contre, tout votre processus de fonctionnement interne est complètement changé, Oui. vous allez avoir des résistances dans l'entreprise et c'est naturel. Du coup, il va falloir gérer ces résistances, c'est du temps, c'est un coût. De la même façon, il va falloir former les gens. Il va falloir leur expliquer comment utiliser ce nouvel outil qui ne répond pas en plus à leurs besoins initiaux. Et du coup, vous allez avoir tout ça qui, les trois quarts du temps, ne sont pas pris en compte dans les projets d'installation de progiciels. On voit à court terme que ça va nous faire gagner de l'argent, mais en fait, on oublie qu'à long terme, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Mm. Et alors, Ça va nous faire la perdre du dérive, temps. pardon, Ça va faire excusez-moi, perdre du temps. Pas- ça va faire perdre du temps. Et la dérive que j'observe de plus en plus fréquemment dans les dernières années, et elle va même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que non seulement on décide de ne pas adapter le progiciel aux besoins de l'entreprise, mais en plus, on oublie même qu'il faut modifier le process interne de l'entreprise. Du coup, on a une aberration qui se met en place dans les entreprises, c'est-à-dire que on a un process interne établi qui fonctionne, on a un progiciel qu'on a installé pour supporter ce process, faire gagner du temps, mais en fait, il y a une divergence totale entre les deux, des process qui ne sont pas utilisables dans le progiciel. Oui, une déconnexion entre en fait ce logiciel et l'usage des personnes. C'est-à-dire qu'en fait ce logiciel ne sert à rien. Exactement, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui motive les entreprises à continuer d'investir dans des logiciels dont ils savent, j'imagine pertinemment que derrière il n'est pas forcément utilisé en interne? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissociation entre les équipes opérationnelles qui vont être amenées à utiliser ce progiciel et les décideurs dans l'entreprise, que ce soit les dirigeants ou les DSI ou les directions métiers, qui en fait sont des personnes qui n'utilisent pas au D'accord. quotidien ce progiciel. Ces personnes-là, elles sont en face d'éditeurs qui viennent vanter les mérites de leur outil. Elles sont en face de sociétés de services, les SS2I, qui viennent leur dire on va vous installer votre progiciel. Et malheureusement, elles oublient, dans les phases de cadrage de projet, de se rapprocher de leurs utilisateurs en interne pour s'assurer que bah, le process interne va pouvoir rentrer dans le progiciel, soit en standard, soit en faisant des ajustements. Du coup, en fait, on a tendance à se laisser appeler par le chant des sirènes des éditeurs et se dire ah bah le progiciel va me permettre d'être beaucoup plus efficace. Alors ça me coûte cher, mais bon derrière je sais que je vais gagner de l'argent et du temps, donc je le mets en place. Et on oublie de se rapprocher de l'utilisateur qui lui va peut-être dire mais attendez, le progiciel de base il ne me permet pas de répondre à mes exigences professionnelles. Oui. Vous avez un exemple comme ça dans votre parcours professionnel, une anecdote sans évidemment citer de nom d'entreprise, hein, mais quelque chose qui vous a marqué justement de contradiction entre différents services? Alors, oui, j'ai une contradiction. Alors, c'était pas sur une installation d'un progiciel, c'était plus sur une mise à niveau, donc un changement de version d'un progiciel. Donc, une entreprise avait un progiciel de gestion des ressources humaines installé, un progiciel où ils avaient pris l'option 1, c'est-à-dire ils ont rajouté des étagères, ils ont rajouté des tiroirs, ils ont repeint le meuble, ils ont changé les boutons des portes, ils ont fait plein de choses. Du coup, le progiciel répondait, je vais dire, à 100% au processus interne de l'entreprise. Et puis est arrivé l'éditeur qui a dit, bah voilà, cette version-là est devenue obsolète, je ne vais plus la supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne bénéficierez plus de mon expertise, vous ne bénéficierez plus des corrections de bugs et des évolutions mineures sur cet outil. Donc, il faut payer la Mmh. nouvelle version et installer la nouvelle version. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces changements de version, les clients le font à peu près tous les 5 à 7 ans, Oui, sachant qu'un éditeur supporte une version pendant à peu près 5 à 10 ans. d'accord. Voilà, pour faire large. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la DSI de cette entreprise a pris la main sur le projet en disant c'est une migration d'un progiciel qu'on a déjà en interne. Ouais. Du coup, c'est une opération purement technique. On ne va pas mobiliser, on ne va pas faire participer à ce projet ben, la direction des ressources humaines, parce que c'est un projet de gestion des ressources humaines. Du coup, on va, nous, techniciens, hein, informaticiens, prendre
la nouvelle version du progiciel et on va vous faire une migration, ce qu'on appelle migration à ISO-fonctionnalité, ça c'est le grand terme dans les entreprises, migration à ISO-fonctionnalité qui sera transparente pour vous, utilisateurs, vous inquiétez pas, vous retrouverez exactement ce que vous aviez dans votre version précédente. Alors déjà, moi, j'arrête tout de suite ce terme Je ISO-fonctionnalité, demandais ça n'existe OK. pas. D'une version à une autre, on ne retrouvera de toute façon pas exactement les mêmes choses. D'accord. Et du coup, une migration transparente dans le cas d'un progiciel, ça n'existe pas non plus. Il y aura toujours à minima un changement d'interface qui nécessitera un accompagnement du changement pour les utilisateurs. D'accord. Du coup, dire ça sera transparent, c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc déjà, ça ne va pas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce client? Il a pris donc la nouvelle version du progiciel et puis quand même, ils se sont rendus compte que dans la version d'avant, ils avaient fait beaucoup, beaucoup d'ajustements pour répondre aux besoins. Plutôt que de se rapprocher de la direction métier, donc la DRH, pour essayer de récupérer ce besoin et adapter la nouvelle version, ils ont dit bah non, on va faire simple, on va prendre le paramétrage qu'on avait mis dans la première version et puis on va le mettre dans la nouvelle. Donc ils ont enlevé les étagères qu'il y avait dans la première version et les ont mis dans la Ouais, nouvelle. ouais, ouais. Mais ils se sont rendus compte que bah, il y avait des trucs qui rentraient pas tout à fait parce que c'est pas exactement la même version, bien sûr. Du coup, bah, il y a des tiroirs, on n'arrivait plus à les mettre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils n'ont pas mis les tiroirs qu'on pouvait plus mettre. Bon, ils ont enlevé quelques tiroirs comme ça. La problématique étant que quand ils ont enlevé ces tiroirs, donc ces fonctionnalités, ils n'ont pas prévenu la DRH, ils n'ont pas prévenu les utilisateurs qui auraient des manques dans la nouvelle version. D'accord. Au final, ça s'est soldé par quoi? Ça s'est soldé par une DSI qui a considéré que le projet était un réel succès. Ça a fonctionné, on a migré les données, on a migré les fonctionnalités, c'est super, on a une nouvelle version, on est content, elle est maintenue par l'éditeur. Et à côté, on avait une DRH, des utilisateurs qui étaient en rejet total de la nouvelle version, qui maintenant perdent du temps à utiliser cette nouvelle version parce qu'ils sont obligés en parallèle de développer des outils sur Excel les trois quarts du temps pour suivre des choses qui ne sont pas dans la nouvelle version, qu'on leur a retirées. Et tout ça pour dire que il est vraiment important de cadrer ces projets, que ce soit une installation d'un logiciel ou une migration vers une nouvelle version. Il faut cadrer et dans ce cadrage, il faut mettre toutes les parties prenantes autour d'une table. Il faut décider de ce qu'on fait et il faut chiffrer les coûts cachés. Et ce que j'entends par coûts cachés, c'est à la fois le temps perdu, mais aussi le temps gagné par les équipes à faire ce projet et à faire cette migration. D'accord. Et justement, bon, là, cet exemple qui est quand même relativement parlant, il est quand même cristallisé par le fait qu'il y ait quand même peut-être un manque de communication, ou du moins de connexion entre la DSI, les utilisateurs, les collaborateurs au final. Alors exactement, il y a une déconnexion qui se fait même pas au niveau utilisateur, je dirais qu'elle est même à un plus haut niveau. C'est-à-dire que dès le lancement de ce type de projet, déjà on ne va pas voir les utilisateurs, mais au niveau supérieur, il y a déjà cette déconnexion avec une DSI qui souvent prend le pas sur les directions métiers dès le cadrage et qui va du coup ne pas prendre en compte les véritables besoins de l'utilisateur, mais avoir pour mission principale, et c'est une contrainte que les DSI ont quotidiennement au-dessus de leur tête, qui est une contrainte budgétaire. Donc le choix initial fait dans tous les projets de progiciels, c'est minimiser le budget. Ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on va gagner à court terme, on va le perdre au centuple avec les mois et les années qui vont passer à utiliser cet outil qui sera inadapté. Mais cette perte, Ouais. on a du mal à la chiffrer en phase de cadrage parce que c'est du temps de collaborateurs qu'on ne sait pas valoriser. C'est un coût de bien-être des collaborateurs et des utilisateurs qu'on ne sait pas valoriser. C'est un coût de turnover, c'est-à-dire que les utilisateurs vont s'épuiser et du coup vont finir par vouloir bouger. Et ça, on ne sait pas le valoriser. Du coup, c'est vraiment impératif à un moment donné de reconnecter les projets informatiques aux besoins des utilisateurs. Et pour faire ça, il faut que dès la phase de cadrage, donc dès le tout début du projet, avant même de commencer les développements, avant même de choisir un outil, il faut intégrer toutes les parties prenantes et se mettre autour d'une table et discuter du besoin réel et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend un outil qui répond à notre besoin? Est-ce qu'on change nos process internes? Il y a vraiment besoin de cette discussion qui a disparu des entreprises. D'accord. Du coup, par conséquent, vous dites que, enfin, qu'effectivement, il y a besoin d'une discussion. Bon, a priori, ça reste central, hein, d'une discussion pour mettre à plat
quels sont vraiment les besoins, peut-être les nécessités de gain de temps, ne serait-ce, puisque le logiciel est là pour faire gagner du temps, pour uniformiser certains reportings, etc., pour vraiment que ce soit un outil au service des collaborateurs. Mais au-delà de cette discussion qui est nécessaire du coup pour adapter au mieux du coup cette stratégie informatique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci du côté des éditeurs, puisque vous me dites de 5 à 7 ans on change de version. Je pense que de votre point de vue, ça vous paraît pas beaucoup. Enfin, ça vous paraît assez long. Moi, ça me paraît assez court. Je trouve ça tous les 5 à 7 ans, si c'est un budget, je comprends que les entreprises puissent aussi être un peu frileuses d'avoir à refaire le même boulot tous les 5 ans. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a des éditeurs qui sont peut-être plus moins dans une sorte d'obsolescence programmée des logiciels, ou est-ce qu'on est forcé de réactualiser ces logiciels et progiciels tous les 5 à 7 ans? Alors, très, très bonne question. Après, derrière ces changements de version, il faut avoir en tête qu'un éditeur est aussi là pour gagner de l'argent et que du Mhm. coup, maintenir de nombreuses versions en parallèle, c'est coûteux pour leurs équipes. C'est aussi, une perte d'argent parce que quand on vend une licence, 100 000, 200 000, 300 000 €, c'est un apport de trésorerie rapide. Donc c'est vraiment intéressant pour eux à la fois de vendre ces licences et si possible aussi d'écourter au maximum les durées de maintenance. Maintenant, je ne crache D'accord. pas sur les éditeurs qui font, un travail de maintenance assez impressionnant au vu des nombreuses versions qui maintiennent à jour. Ce qu'il faut bien Mhm. comprendre, c'est que dans ce monde de progiciels, on est sur des secteurs qui évoluent énormément, à la fois du fait de la réglementation, en particulier par exemple pour les ressources humaines. Donc, ça nécessite de faire des mises à jour dans les outils. Après, quand je parle de changement de version, il y a les changements de version mineurs dans lesquels les éditeurs vont fournir à leurs clients Ouais. des évolutions liées à la réglementation, mais qui ne vont pas venir déstructurer l'outil. Donc, en fait, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre, entre guillemets, dans les progiciels. Et puis, il y a les grosses montées de version où là, en fait, l'éditeur va dire, bah voilà, la version 2 de notre outil, de notre progiciel, on ne la maintiendra plus à partir du 1er janvier prochain. On vous invite à passer en version 3 parce que voilà, la version 2 va disparaître. Et là, effectivement, c'est un enjeu financier pour les éditeurs. Maintenant, de mon point de vue, les progiciels vont avoir besoin de se réinventer. Il va falloir qu'ils se flexibilisent et qu'ils se simplifient dans le temps. Parce que, à l'heure où l'adaptabilité et la souplesse des entreprises est mise à rude épreuve, hein, avec les crises qu'on suit actuellement, les entreprises doivent se réorganiser. Ça veut dire que les process internes bougent. On est vraiment dans Sûr. cette mouvance, je vais dire, perpétuelle dans les entreprises. Et aujourd'hui, les progiciels étant ce qu'ils sont, ils sont très structurants. Et du coup, faire une modification d'un process d'entreprise, ça veut dire repartir dans un développement dans les progiciels. Et si on doit faire ça tout le temps, c'est un coût financier important pour les clients. Et du coup, si les progiciels veulent maintenir leur portefeuille de clients dans le futur, il va falloir qu'ils essaient d'innover sur la façon de faire évoluer leurs solutions. Alors, il y a des pistes actuellement avec certains progiciels qui essaient de se dire, voilà, on est en mode SaaS maintenant. Donc SaaS, c'est quoi? C'est notre application, elle est fournie à nos clients au travers d'un accès internet, aucune installation chez le client. Mais ils n'ont pas encore trouvé la solution pour dire, voilà, notre application, elle se flexibilise aux besoins du client de manière rapide et simple et les montées de version sont totalement transparentes. Aujourd'hui, Oui. les montées de version, elles ne sont pas transparentes du tout. C'est-à-dire, je suis en version 2 de mon progiciel, je veux passer en version 3 ou 4. C'est un projet, c'est comme si on Ouais. repartait de zéro. Ce qui est assez énorme. Et du coup, derrière aussi, la question de la formation, je me posais la question de la formation vis-à-vis des collaborateurs. Est-ce que c'est pas un sujet important aussi pour une... Vous dites que les logiciels doivent s'adapter, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une formation peut-être à mettre en place vis-à-vis des collaborateurs pour qu'il y ait une meilleure utilisation peut-être de ces logiciels? Alors, habituellement, dans des projets d'intégration d'un logiciel dans une entreprise, la formation des collaborateurs est prise en compte. Et c'est d'ailleurs un facteur clé du succès. Donc, les collaborateurs sont formés à l'outil. Ce qui se passe comme problématique, c'est que les collaborateurs se retrouvent dans une position délicate. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une divergence entre l'outil qu'on leur a mis à disposition et leurs besoins internes. Par exemple, pour être très concret, imaginez, que vous ayez installé un logiciel de gestion, des collaborateurs, des ressources humaines par exemple et que, vous gériez des gens qui travaillent en usine. Vous avez besoin de connaître, par exemple, la taille de la main de chacun de vos ouvriers dans l'usine pour pouvoir leur faire parvenir des équipements de protection individuelle, donc des gants par exemple.
si c'est un besoin métier, que ce besoin métier n'existe pas dans le progiciel, que le progiciel n'a pas été mis à jour pour pouvoir stocker cette dimension de main. Je suis l'utilisateur. J'ai été formé à l'utilisation du progiciel. Je sais utiliser, mais malheureusement, je n'ai pas d'endroit pour stocker cette taille de main. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un fichier Excel et puis je vais noter le nom de mon collègue et je vais mettre la taille de sa main. Imaginez qu'on fait ça pour 10 problématiques différentes et qu'on multiplie ça par le nombre de directions dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'ARH va avoir cette problématique-là, la finance va avoir d'autres problématiques, la production aussi, les ventes aussi, le marketing aussi, le commercial aussi. Vous imaginez le nombre de données qui n'existent même pas dans le progiciel, qui sont dans des fichiers Excel stockés sur les ordinateurs des collaborateurs, parfois même en local, c'est-à-dire même pas sauvegardés. Toutes ces données, c'est de la connaissance pour l'entreprise. Ce sont des données sensibles et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise qui se retrouvent dans des petits fichiers Excel. Souvent, il n'y a que la personne qui a conçu le fichier Excel qui sait comment il fonctionne parce que derrière, il a mis des automatismes, il a développé des macros pour ceux qui connaissent un petit peu. Et du coup, cette connaissance, elle n'est pas dans le progiciel. Alors, l'utilisateur, il a pu être formé au progiciel, mais déjà, il l'a pris en grippe parce qu'il ne trouve pas ce dont il a besoin dedans. Il considère que c'est une usine à gaz parce que c'est hyper compliqué à utiliser. En plus, il ne peut même pas stocker ses données. Du coup, il ne peut pas récupérer les données dont il a besoin. Au final, ce sont des utilisateurs qui, bien qu'ils aient été formés, vont délaisser le progiciel. Ils vont faire le minimum dans le progiciel, juste ce qu'il faut pour que le process du progiciel, donc le process technique, se déroule. Et tout le reste, toute la connaissance, tout ce qui est vraiment nécessaire au process interne de l'entreprise ne sera pas dans le progiciel. D'accord. Et de cette sous-utilisation du progiciel résulte quelles conséquences, ça a sur les collaborateurs au quotidien. Vous l'avez déjà un petit peu sous-entendu, hein, mais de manière plus globale, même pas que sur le progiciel, mais quelles sont les conséquences d'une mauvaise utilisation de l'informatique dans une entreprise? Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, au sein de votre parcours? Alors, les conséquences, elles sont très liées à l'humain. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans un cabinet où on valorise ce capital des entreprises qui est le capital humain. Et c'est vrai que moi, les conséquences que j'ai pu observer, ce sont des collaborateurs qui sont en souffrance vis-à-vis de l'utilisation de ces outils informatiques qui leur ont été souvent survendus par leur direction, par la DSI. On leur a dit, vous allez voir, avec ça, vous allez appuyer sur un bouton et tout va se faire. Au final, c'est totalement l'opposé. Ils se retrouvent avec encore plus de travail. Ils doivent imprimer de plus en plus de choses. Alors, au moment où on parle d'écologie, on est complètement en contradiction. Ce sont des gens qui vont se retrouver à stocker énormément de documents complémentaires sur leur ordinateur. Du coup, encore une fois, au niveau écologique, on est à côté de la plaque parce que ça, c'est de la place sur les serveurs, ça veut dire de la consommation énergétique et les sauvegardes et les duplications de fichiers. On a des gens qui s'épuisent au travail parce qu'ils sont obligés de refaire 2, 3 fois les mêmes choses. Une fois pour le progiciel, ensuite, on va les stocker ailleurs parce que dans le progiciel, je ne peux pas tout mettre. Ensuite, je vais le restocker ailleurs. Puis quand on vient me voir pour me demander, il faut que je croise plein de fichiers Excel parce que je n'ai pas l'info de manière centralisée, ce qui était quand même l'objectif du progiciel, rappelons-le. Du coup, on a vraiment cet impact humain qui est pour moi le plus important et le plus grave dans ces projets et qui malheureusement est celui dont personne ne tient compte. Le mal-être des personnes, les burn-out que j'ai pu observer dans les entreprises de gens qui s'épuisent à utiliser des outils inadaptés et qui ne remplissent pas du tout leur fonction d'aide, qui était quand même la fonction initiale de l'informatique. En Ouais, plus de ce... Oui, pardon. Oui, non, c'est ces tâches chronophages qui impactent totalement la vie du collaborateur, quoi. Exactement, des tâches chronophages, des gens vraiment qui font leur travail correctement, mais qui se retrouvent à dupliquer la saisie dans différents outils, dans différentes feuilles Excel, tout ça pour garder de l'information. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai pu observer. Bien entendu, il y a des impacts financiers, hein, je les ai cités tout à l'heure. Le coût de ces logiciels qui sont déjà, de ces progiciels, pardon, qui sont déjà très chers à l'achat, qui derrière sont sous-exploités, donc le retour sur investissement pour l'entreprise n'existe pas. Et ce temps que les gens passent à faire des doubles saisies, à stocker des documents, tout ce temps-là qui n'est pas évalué est phénoménal dans les entreprises. Du coup, il y a vraiment un impact financier aussi côté entreprise. Et ensuite, je vais dire côté plus métier de l'entreprise, on a une perte de la connaissance et de la centralisation même du métier de l'entreprise. C'est-à-dire que les données se retrouvant éparpillées dans des fichiers Excel, dans des casiers sur les bureaux des collaborateurs, cette donnée, quand il y a du turnover, elle est perdue parce que les gens ne vont pas s'amuser à aller ouvrir tous les fichiers Excel de la personne qui est partie.
ça me fait penser du coup il y a plusieurs études qui ont montré que la vétusté du parc informatique pesait énormément sur le temps des collaborateurs. Donc c'est un peu dans la continuité de ce que vous m'expliquez jusqu'à présent, hein, sur la perte de temps sur les logiciels et progiciels qui sont plus adaptés parce que caduques ou alors trop standardisés. La question plus générale de la stratégie informatique, que ce soit de l'ordinateur qui a 15 ans et qui met une demi-heure pour s'allumer, ou du logiciel justement qui n'est plus adapté aux besoins collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement un peu sur cette stratégie-là, parce qui est quand même vachement liée à des stratégies budgétaires, comme vous l'avez dit. Par ailleurs, même s'il est souhaitable que ça évolue pour que ce soit plus adaptable, qu'est-ce qui dans les médias serait réalisable pour les entreprises pour faire face à ces contraintes-là, en fait? Alors, c'est une très, très bonne question. J'aurais tendance, moi, à vouloir remonter un petit peu plus largement et considérer le problème un peu plus globalement et me dire: il y a une vétusté, du parc informatique effectivement dans les entreprises, que ce soit logiciel, progiciel ou matériel d'ailleurs, comme vous le dites. Mais la question est: pourquoi est-ce qu'on a cette vétusté? Certainement parce qu'il y a un défaut de moyens. Et le pourquoi il y a un défaut de moyens, c'est parce que l'argent est parti ailleurs. Et souvent, l'argent est parti dans des outils qui ne sont pas adaptés. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que comme j'achète des outils pas adaptés, ça me coûte de l'argent. Du coup, ça me coûte tellement d'argent que je ne veux pas abandonner mon projet. Imaginez une entreprise qui a déjà dépensé 500 000 euros dans un progiciel et Oui. le logiciel n'est pas adapté. Elle a deux choix. Soit j'arrête le projet et du coup, je perds 500 000 euros, c'est sûr. Soit je continue à investir, mais je ne sais pas combien je vais investir. Eh ben, je peux vous dire, la réponse à 95%, c'est je continue à investir. Et je continue à investir des sommes folles et tellement importantes que bah, j'ai plus du tout de budget pour maintenir le reste des applicatifs qui pourraient m'aider justement à être plus performant et aider mes collaborateurs. Mais comme j'investis tout dans un projet qui n'a pas de fin, donc je continue, j'investis, j'ai cette perte financière qui fait que je ne peux pas faire évoluer le reste de mon parc informatique. Donc, en voyant un petit peu plus large, la question et la solution, du coup, est toujours la même. C'est de se dire à un moment donné, en phase de cadrage, est-ce que j'ai les moyens financiers de ma politique? Et du coup, je veux mettre en place un progiciel. OK, est-ce que j'ai les moyens financiers pour le mettre en place à l'instant T? Mais est-ce que j'ai aussi les moyens financiers de le personnaliser pour répondre aux besoins de mes collaborateurs? Est-ce que j'ai les moyens de payer la maintenance? Est-ce que je peux déjà commencer à provisionner ma future montée de version qui va me coûter aussi très cher? Si j'ai des oui partout, OK, j'y vais. Si par contre j'ai un non qui apparaît quelque part, il faut peut-être que je me pose la question. Est-ce qu'il faut que je réadapte mes process internes? Et à ce moment-là, du coup, je vais peut-être moins dépenser, mais attention, il y a des coûts cachés. Changement de process, ça veut dire accompagnement du changement, formation des collaborateurs, peut-être changement d'organisation, donc il y a des coûts cachés. Et puis la dernière solution, c'est de se dire, eh bien, je n'ai pas les moyens d'installer un gros outil comme ça. Eh bien, peut-être qu'il existe, certainement d'ailleurs, des outils métiers plus flexibles, beaucoup moins structurants qu'un progiciel, qui vont répondre à mon besoin, aux besoins de mes utilisateurs, qui seront certainement du coup plus adaptés à mes besoins d'entreprise. Alors effectivement, je ne pourrais pas aller parler avec mes collègues de grands groupes en leur disant bah, moi j'ai installé tel logiciel, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour montrer que mon entreprise est performante et efficace? Bah, la réponse est je pense non. D'accord, donc en conclusion, il s'agirait d'être un peu plus modeste dans sa stratégie et l'adapter en fonction de ses moyens, tout simplement. En fait, la conclusion, c'est que les entreprises doivent revenir aux fondamentaux de leurs propres besoins. Chaque entreprise est spécifique, donc nécessite des outils spécifiques. Je ne vais pas faire ça parce que mon concurrent a fait ça. Mon concurrent, il a un marché peut-être un petit peu différent, il a peut-être des ressources certainement différentes des miennes. Eh ben, pourquoi je vais faire la même chose que les autres? Aujourd'hui, on est dans une standardisation aussi des choix informatiques. J'ai un client que j'ai accompagné dans le choix d'un progiciel et ils ont mis en lice un progiciel qui n'était pas du tout adapté. Donc heureusement, avec les critères de choix, ils s'en sont rendus compte. Mais ils l'ont mis en lice, pourquoi? Parce que leurs collègues d'autres entreprises de secteurs totalement différents avaient choisi ce progiciel. Donc il fallait absolument qu'ils aient le même. Et on se dit, mais là, on est complètement décorrélé, pardon, des besoins réels des utilisateurs. Du coup, il est vraiment important que les entreprises comprennent
qu'il faut se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins de mes utilisateurs? Peut-être que j'ai pas besoin de partager toutes mes données avec tout le monde dans l'entreprise. Je vais peut-être devoir rationaliser ces échanges entre mes logiciels et mes progiciels, et ça sera une première étape pour rationaliser mon système d'information et donc les coûts qui y sont associés. D'accord. Eh bien, très bien, merci beaucoup Romain. Ben, merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose peut-être que vous vouliez rajouter ou même un sujet qu'on n'a pas abordé et qui serait peut-être intéressant à faire part à nos auditeurs. Écoutez, le seul point vraiment important dans tout ça, c'est de se dire, voilà, il y a des besoins spécifiques. Mettez tout le monde autour de la table, écoutez vos collaborateurs, écoutez vos utilisateurs, ils sont les mieux placés pour vous aider à faire les bons choix quand vous devez choisir un progiciel. Et encore une fois, le bon choix fera que tout le monde va gagner du temps. Et ce qui intéresse les entreprises, c'est de faire de l'argent, hein. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Du coup, le temps gagné par vos collaborateurs, ça sera aussi de l'argent pour l'entreprise pour se développer. Donc vraiment, tenez compte de ça. Vous allez limiter le turnover, vous allez avoir des conditions de travail beaucoup plus acceptables pour vos collaborateurs et du coup, qui seront plus performants pour l'entreprise, qui s'épanouiront dans leur travail. Donc c'est vraiment important de les écouter. Très bien. Eh bien, espérons qu'ils vous entendent. À très bientôt Romain et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Marianne.